Riposte contre le coronavirus, on a donné mandat au gouverneur de gérer chacun sa région comme il l'entend pour caricaturer, c'est-à-dire d'adapter la stratégie aux réalités locales. Est-ce que la gestion parcellaire de la riposte elle est satisfaisante, vous qui centralisez toutes les informations à Dakar? Non, ce n'est même pas une gestion caricaturale. Je vous ai dit déjà dans le CDD, Comité départemental de développement, dans le CRD, où il y avait le médecin-chef de région qui représentait, parce que la région, c'est l'ensemble des districts. Aujourd'hui, par exemple, à Dakar, quand j'étais là-bas, c'était 8 districts. Aujourd'hui, on est allé à 12 districts. Et vous avez un médecin-chef de région qui le gère. Non, ce n'est pas caricatural. Parce que dans le Comité national de gestion des épidémies, il y a aussitôt le Comité régional de gestion des épidémies. Il y a ensuite le Comité départemental de gestion des épidémies, jusqu'au Comité local. Et nous, le 20 janvier, je dis bien, parce que certains pensent que le CNG n'a commencé que quand on a eu un cas. Non. Le Comité national de gestion des épidémies, je vous dis, moi, j'ai été formé, je le dis chaque fois, et j'aime le dire, un mois de juin 1995, parce qu'à l'époque, nous étions fatigués avec le choléra. Et au fur et à mesure, on a eu d'autres pathologies, on a eu en tout cas d'autres événements, aujourd'hui on les appelle des événements dans la santé publique, ce qui a fait pousser de choléra à maintenant épidémie, c'est-à-dire aujourd'hui toute urgence même de santé publique de portée internationale. Et c'est fort de tout cela. Moi, chaque matin, quand je me lève, M. Fall, vous savez qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Pas seulement en tant que personne physique, mais nous avons des directions, nous avons des services qui s'en occupent. Il y a ceux qui s'occupent de paludisme, il y a ceux qui s'occupent de la tuberculose, des maladies transmissibles, non transmissibles, de tout. Et nous avons, nous, des bras techniques. Et c'est nous qui suivons tout cela en rapport avec l'Organisation mondiale de la santé pour rendre compte maintenant au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et c'est de là où se prennent les décisions, sûrement avec le secrétaire général du gouvernement, mais également avec la plus haute autorité, vraiment le président de la République, son Excellence. Donc, c'est une stratégie, en tout cas moi, que j'ai trouvée dans le système. Peut-être nous sommes en train de renforcer, dans le cadre de la stratégie, une seule santé, One Health. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, moi, je ne bouge jamais sans mon ami de l'élevage. Vous avez vu, il y a de cela peut-être 2 semaines. Santé humaine, santé animale. Santé tout. Aujourd'hui, une seule santé. Que ce soit des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme, ou vice-versa, même au-delà de cela, nous sommes obligés de communiquer. Avec l'agriculture, avec le commerce, avec tout le monde, c'est tous les secteurs, avec les juristes, avec tout le monde. Vous allez aujourd'hui au niveau des frontières qu'on appelle des portes d'entrée. J'étais récemment au niveau de la frontière avec la Gambie. Mais vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez les eaux et forêts. Aujourd'hui, ce cas importé de la Guinée a traversé le parc. Donc aujourd'hui, il y a un renforcement de tout ce qui se passe au niveau des parcs forestiers. Mais n'oubliez pas que dans ces parcs-là, il y a des prolongements. Dans le parc aujourd'hui de Nyokolokoba, il y a un prolongement jusque vers la Guinée. Et ce n'est pas facile du tout de surveiller. On fait quoi? On fait tout pour limiter les dégâts. Ouais, on fait tout pour limiter les dégâts. C'est pourquoi nous demandons l'engagement communautaire. Si vous prenez aujourd'hui, dans un village entre le Sénégal et la Gambie, c'est un seul cimetière. Entre le Sénégal et la Gambie, c'est un seul cimetière. Ça veut dire que c'est la même famille. Peut-être c'est des frères qui étaient là un moment, qui étaient partis. Peut-être là, les historiens et les socio-anthropologues également, qui sont vraiment dans la riposte, qui nous aident. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui décède en Gambie, on dit qu'on doit l'enterrer à Kër-Aïb. Mais on va l'encadrer, on ne va pas refuser. Même s'il y a une fermeture des frontières, nous allons les encadrer. Parce qu'il y aura du post-Covid après. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui si nous ne sommes pas bien avec nos frères gambiens, si nous ne sommes pas bien avec nos frères mauritaniens? Il y a eu un cas, après le Dakar, qui a dû faire tout le circuit. Peut-être même qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas compris aujourd'hui la maladie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons renforcé ce qu'on appelle le RSI, le règlement sanitaire international, qui est un instrument juridique extrêmement important. Et tous les pays, en tout cas, qui adhèrent à l'OMS, sont tenus aujourd'hui de l'appliquer. Et ce qui fait aujourd'hui, je parle comme je veux avec mon vis-à-vis au niveau du Mali, je parle comme je veux avec mon vis-à-vis au niveau de la Mauritanie, de la Guinée, etc. Et en plus de cela, l'OMS en a fait même un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, si vous ouvrez, je peux savoir tout de suite ce qui se passe au Bénin. On peut s'abonner et avec ça un nous lien. permet. Donc, Voilà, donc il y a on vraiment les des infos, liens pour vous dire que
dans ce pays-là, je pense que beaucoup de choses ont existé. Ce qu'il faut juste, c'est de sortir les archives, de les renforcer et d'essayer d'aller de l'avant. Je le pense. Le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé publique au ministère de la Santé du Sénégal, par ailleurs présidente du Comité national de gestion des épidémies, notre invité devant le grand jury d'RFM. Alors expliquez-nous pourquoi le coronavirus s'est davantage propagé ces derniers jours dans notre pays. Monsieur Fall, c'était attendu. Vous savez que nous, on s'était dit déjà qu'on ne pouvait pas sortir du mois de mars sans un cas. Parce qu'avant, c'était la Chine. Mais ensuite, c'était deux grandes, en tout cas, zones où nous avons beaucoup de compatriotes. La France, l'Italie. C'était la France et c'était l'Italie. Déjà, en ces périodes, on avait renforcé. Mais il faut dire que ce n'était pas un moment, en tout cas, pour fermer la frontière aérienne, qui au départ était considérée comme la principale. Ce n'était pas la seule porte d'entrée, c'était, il faut dire, la principale porte d'entrée du coronavirus. Nous avons mis des dispositifs. À l'époque, tout le monde se disait, oui, le dispositif, il n'est pas bon, c'est juste des caméras thermiques. Mais c'était un filtre, en fait. C'était juste un filtre, parce que parmi les manifestations, en tout cas, de cette maladie, la fermeture tardive nous a été fatale. Elle n'a pas été tardive. Vous n'étiez pas dans le dispositif. Et peut-être que même si vous y étiez, vous n'étiez pas expert en cela. C'est un groupe multisectoriel. Aujourd'hui, M. Fall, ce qui est sûr et certain, on me dit même, il y a parmi vous quelqu'un qui est bloqué là-bas. Il ne doit pas être heureux du tout. Et à l'époque également, il fallait évaluer tout cela. Si vous voyez bien, on a pris la décision un week-end et on a attendu le mercredi, peut-être pour permettre même à certains voyageurs de pouvoir rentrer. Mais jusqu'à présent, les avions viennent. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire peut-être qu'on a fermé la frontière aérienne, on n'aura plus de cas importés. Mais si, on n'a pas fermé tout l'aéroport. Il y a le fret, il y a les cargos, mais également les vols spéciaux. Il y a des Sénégalais. Le ministère des Affaires étrangères des Sénégalais à l'extérieur est en train, en tout cas, de s'organiser pour ceux peut-être qu'ils veulent venir. Déjà mais peut-être qui viennent pas de Turquie, là. Tout le monde. Il y a des gens qui viennent de Turquie, il y a des gens qui viennent des États-Unis, mais il faut dire que ce sont des vols bien organisés. Mais maintenant, nous, notre stratégie, ça dit personne ne sort pour aller en famille. Tout le monde, je dis même l'équipage, si vous sortez de l'aéroport, vous êtes directement mis en quarantaine. Et là, il faut saluer en tout cas l'appui du ministre de la Santé et de l'Action sociale et également à tous ses homologues ministres et du président de la République parce que c'était très difficile au départ. On mettait des personnes en quarantaine chez elles, mais qui arrivaient à sortir. C'est l'être humain, en fait, qui est comme ça. C'est difficile d'être en confinement. Mais, et ce n'était pas possible avec les forces de défense et de sécurité, pour mettre tout le monde, pour mettre dans chaque maison, au devant de chaque portail, un policier. Donc, maintenant, c'est plus facile, en tout cas, pour le moment, pour réduire le risque de contamination. Nous les mettons tous dans des hôtels et dans des résidences. Et ça, c'est une de nos stratégies, pour ne pas parler de toutes les stratégies. C'est minimiser le risque à l'aéroport, mais le risque au niveau des frontières. Pour la mer, ça a été vite réglé. Parce qu'aujourd'hui, les autorités portières avaient sorti une note, vraiment, c'est extraordinaire, pour dire que tout navire qui arrivait devait en tout cas déjà stationner, je ne sais pas si c'est le bon terme ou pas, en tout cas, ça arrivait là-bas au niveau du port de Dakar. Et ensuite, il y a beaucoup vraiment d'activités, de contrôle à faire avant d'arriver même, ou bien parfois même, qui ne partaient pas dans les autres ports secondaires. Mais pour frontières terrestres, il y a beaucoup de frontières. Je pense que quand vous allez aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, si on vous donne les frontières et les non-officielles. Les officiels sont gardés, mais pour les non-officiels, je pense que ce qu'il faut et ce qu'on a fait, c'est une forte sensibilisation, mais également l'engagement communautaire. Il faudrait que les populations comprennent, aujourd'hui nous venons de voir ce qui se passe dans une région. Les jeunes se sont organisés de telle sorte que, et de façon non violente, encore je dis une fois, que quand il y a un étranger qui arrive, et nous sommes tous des Sénégalais, qu'on lui explique d'où vous venez, est-ce que vous êtes au courant de la maladie, voilà ce que vous devez faire, nous vous mettons en quarantaine, on appelle les autorités sanitaires, et on vous met en quarantaine, et le compte est bon, et sans violence. Je pense que c'est ce que nous allons continuer, et en réagissant à notre stratégie, parce que je pense que vous avez dû entendre, monsieur le ministre, ce matin, donc autant nous étions, malgré le nombre de tests qu'on faisait, nous sommes au-delà de 1000 aujourd'hui. Vous savez, M. Fall,
Ça, c'est un exploit. En tout cas, dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Nous sommes au-delà de 1000 tests. Le laboratoire Pasteur avait déjà dit qu'il avait Parce que le une laboratoire capacité de 1000. Pasteur est dans le dispositif. Il peut même aller le plus. laboratoire que vous avez engagé, l'IRSF peut aller même Mboup. plus. D'autres laboratoires qui attendent d'avoir des tests peuvent rentrer dans le dispositif. Mais il y a des stratégies qu'on a mises en place. Je disais, faisons attention avec les tests. Est-ce que vous irez jusqu'à saisir d'autres laboratoires, au-delà des 2 qui sont officiellement chargés de faire les examens virologiques Vous savez, on a une direction qui s'appelle Direction des laboratoires et qui est dans le dispositif et qui est parce que nous sommes dans des commissions, qui est dans le dispositif et qui est en train de faire ce travail également. Mais je vous dis encore une fois, avec le coronavirus, c'est de la haute sécurité, pour ne pas dire de la haute biosécurité. Vous allez aujourd'hui au niveau de Pasteur, vraiment vous allez être émerveillés. Vous allez au niveau de l'IRSF également, la même chose. Il y a le matériel, il y a le personnel, mais parfois il se pose le problème des tests. Si vous ouvrez la radio, vous allez entendre, on va vous dire, mais les tests diagnostiques rapides, nous en avons. Nous avons beaucoup d'offres. Mais pour la plupart des tests également, il se pose un problème de sensibilité. Et même ces fournisseurs, ces prestataires sont dans les dispositions également pour en apporter davantage. Les tests offerts par la Chine, vous ne les jugez pas fiables? Vous savez, il y a un grand diplomate de la Chine qui me disait, si vous allez aux États-Unis, également les bonnes choses sont faites par les Chinois. Je ne sais pas si c'est réalisé ou pas. On ne peut pas avoir cette stigmatisation en disant que la Chine ne fait pas de bonnes affaires. Non, la question c'était, est-ce que vous avez utilisé ces tests offerts par la Chine? On peut les utiliser, comme on peut en utiliser d'autres. Je peux porter un habit qui vient de la Chine, comme vous aussi, de Thaïlande ou d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une coopération qui est toute une diplomatie qui est très bien organisée. Je pense que le Sénégal n'a pas ce complexe-là. Il y a beaucoup de Sénégalais qui se demandent si on n'a pas plus de cas qu'on en déclare officiellement. Vous en dites quoi? Vous savez, aujourd'hui, moi-même, là, si je cache le coronavirus, ça va être très fatal. Parce que c'est un agent pathogène qu'on ne connaît même pas très bien encore, mais qui se développe avec une vitesse extraordinaire, qui fait des mutations. En tout cas, aujourd'hui, tous les grands chercheurs de ce monde, et les Sénégalais en font partie. Nous avons vraiment de grands chercheurs qui, même avant même que la maladie ne soit déclarée au Sénégal, étaient déjà dans cette recherche-là. Donc, je pense qu'on n'est même pas dans les dispositions pour dire qu'on a peu de cas alors qu'on en a plus. Je vous dis une chose. Peut-être ce document n'est pas avec moi aujourd'hui, mais j'ai bien le chiffre en tête. Si son Excellence, avec toute l'équipe, le gouvernement, n'avait pas pris ces décisions, qu'on appelle des décisions de contingence, on serait aujourd'hui avec des calculs bien précis sur plus de 2 millions de Sénégalais contaminés. Ça, ce sont des calculs. Vous les apportez à des pourcentages pour avoir le nombre d'hospitalisés qu'on va avoir. Vous les rapportez à des pourcentages pour avoir le nombre de cas graves, pour pouvoir dire combien de respirateurs il nous faut. Je pense que nous ne sommes pas dans de l'approximation aujourd'hui. Nous sommes dans des calculs très clairs. Vous voyez bien que nos amis, même mathématiciens, aiment vraiment parler de la santé. Alors,